Bonjour à tous. Notre cabinet a fait toute une série de vidéos sur les questions relatives aux véhicules autonomes. Le véhicule autonome, voiture, bus, taxi et autres, camions autonomes, arrivent dans nos villes, dans nos vies, dans notre droit. Cela soulève des espoirs et suscite des inquiétudes. On a fait une vidéo là-dessus. Cela pose un certain nombre de problèmes d'expérimentation. On a fait une vidéo là-dessus. Cela nécessitera pas mal d'adaptations pour les collectivités publiques. On a fait une vidéo là-dessus. Mais le sujet dont on parle le plus, c'est celui des choix éthiques, c'est celui de la responsabilité, c'est l'objet de la présente vidéo. Des véhicules autonomes, il y en a de différentes sortes. Les véhicules peuvent être plus ou moins autonomes. Et tant qu'on reste dans les niveaux 3 ou 4, il y a un conducteur qui peut reprendre la conduite. Ce conducteur sera donc en quelque sorte en tandem avec la machine, mais c'est lui qui aura le dernier contrôle sur la machine tant qu'on reste sur des véhicules autonomes de catégorie 3 ou 4. Aujourd'hui, quand nous conduisons tous autant que nous sommes, on a déjà des choix éthiques à faire, considérables. Je conduis. Un enfant traverse, sur les passages piétons ou en dehors de ceux-ci, devant moi. Je vais évidemment freiner. S'il y a un mur sur le côté, je peux être peut-être certain d'éviter l'enfant au prix de ma propre mise en danger. Que vais-je faire? Que vais-je faire aujourd'hui déjà comme conducteur? C'est déjà compliqué pour l'être humain de le choisir, mais c'est l'humain qui le choisit. Si vous faites la même chose avec un véhicule autonome, avec un robot, avec une machine, c'est dès le paramétrage qu'il va falloir programmer cela. Alors que faire? Je décide que dans le paramétrage de la machine, la vie du conducteur cédera le pas à celle du piéton ou pas? Est-ce que je vais, en pareil cas, adapter la mise en danger du conducteur pour sauver celle d'autres personnes en fonction des chances que les victimes potentielles peuvent avoir de s'échapper? Est-ce que je vais le faire en fonction de leur âge? Des premières recherches montrent qu'en Occident, on aurait plutôt tendance à protéger un enfant, au risque de se mettre soi-même en situation de danger mortel, et qu'en Asie, on surprivilégie la protection de la personne âgée. Est-ce que je vais, ce que fera en général l'humain, me mettre plus en danger s'il s'agit de protéger un groupe de plusieurs personnes en face de moi? Est-ce que je mets ça dans les paramètres de la machine? Je peux même réintroduire de l'humain. Je peux réintroduire par exemple l'hypothèse d'un bouton dans le paramétrage du véhicule qui paramètre la machine vers plus ou moins d'altruisme pour le conducteur ou plus ou moins d'égoïsme. Il y a un outil numérique qui a été nommé Moral Machine, qui a été développé par Jean-François Bonnefond et en lien avec le MIT, et qui justement confrontait les internautes à de pareils choix, et les études et les résultats de cette étude ont été tout à fait passionnantes. L'Université de Bologne a envisagé ce système effectivement de boutons possibles. Beaucoup d'études ont pu être faites. Ces choix sont abyssaux. Si l'humain a dans le paramétrage de sa machine, par un bouton ou par le fait qu'il peut avoir commandé que sa machine soit paramétrée de telle ou telle manière lorsqu'il a acheté son véhicule ou loué son véhicule, eh bien, on peut se retrouver dans ce cas avec une responsabilité du conducteur, au moins pour la quote-part des choix qu'il aura fait à ce moment-là. Si en revanche, les paramétrages ne sont pas changeables et qu'ils sont faits en quelque sorte en sortie usine, alors dans ces cas-là, la dangerosité, soit pour le conducteur, soit pour les victimes qui sont sur la chaussée, la dangerosité sera, quant à ses conséquences, imputable dans ces cas-là au constructeur et ou à l'éditeur de logiciel. Compliqué.
Bon, face à ça, le Conseil d'État a rappelé en 2014 qu'il fallait quand même, dans ce genre de cadre, que l'on s'assure qu'il n'y a pas de discrimination, que l'on va garantir une possible intervention humaine dans la prise de décision. Sauf que prise de décision au moment de l'accident ou dans le paramétrage initial, c'est pas du tout la même chose. Qu'on va mettre en place des garanties de procédure et de transparence, enfin, des choses fort générales. Le Parlement européen a proposé lui aussi que l'on réfléchisse sur ces questions et d'une manière générale que l'on réfléchisse dans la relation entre l'homme et le robot sur en fait une réinvention des lois d'Asimov. Que sont les lois d'Asimov ? Ce penseur et auteur de science-fiction bien connu, américain d'origine russe, a énoncé les 3 lois qui sont encore aujourd'hui considérées comme les bases des paramétrages en robotique et des bases de ce que pourrait être des législations en la matière. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif. Laisser cet être humain exposé au danger. 2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par l'être humain, sauf si ça contrevient à la première loi. Et un robot doit protéger son existence seulement si cela ne revient pas à porter atteinte aux humains ou contrevenir aux ordres des humains. Ça semble bien bel et bon. Sauf que là, par exemple, on aurait des paramétrages qui reviendraient à comparer la vie entre 2 humains, le conducteur et une victime sur la chaussée. Voire même, vais-je, face à un danger qui arrive en face de moi, aller sur ma gauche ou sur ma droite en tant que conducteur, aller m'écraser sur le mur de gauche ou sur le mur de droite. Dans un cas, le plus exposé au risque sera le conducteur, dans l'autre cas, celui qui est sur le siège passager avant. Là aussi, le robot aura à paramétrer un choix de vie et de mort, potentiellement, entre 2 humains. Donc, évolution des lois d'Asimov, qui juridiquement ne sont pas des lois, mais qui sont des règles intéressantes de bon sens, mais surtout impressionnantes par la complexité des thèmes abordés en très peu de mots. Ajoutons que les questions que nous sommes en train d'envisager vont devenir d'autant plus compliquées quant à la gestion des risques que les véhicules autonomes vont devoir apprendre, ce qu'ils font encore aujourd'hui mal, à gérer des situations de brume, de givre, de neige, savoir où et quand il est bon de s'arrêter, de ne plus tenter de conduire, est quelque chose qui est compliqué déjà chez l'humain. Chez la machine, apprendre ces paramètres-là n'est pas évident. Autre élément, si on a des véhicules autonomes qui sont en machine learning, qui sont en intelligence artificielle en train d'apprendre ce qu'est un pont, une chaussée, etc., on va avoir potentiellement un problème de responsabilité si ceux qui enseignent aux véhicules autonomes ces paramètres-là sont en retard de ce que sont les évolutions des techniques dans telle ou dans telle ville. Il y a beaucoup de villes en France où on expérimente le trottoir au même niveau que la chaussée, mais avec un habillage urbain et avec des choix de matériaux au sol qui marquent cette frontière. L'expérience prouve d'ailleurs qu'en général, les conducteurs roulent plus doucement en pareil cas, indépendamment du fait qu'en plus, c'est plus adapté aux personnes à mobilité réduite. Qui va penser à enseigner à un robot qui sera fait quelque part en Chine ou aux États-Unis que dans la ville de Vincennes, on aura, pour citer un exemple réel, expérimenté ce genre de choses. Évidemment, une partie de cette labellisation ou de ces informations viendront non seulement de la machine qui aura des capteurs volumétriques en sus d'avoir des caméras, mais viendront aussi d'informations qui seront données par des bornes sur mobilier urbain. Oui, mais là aussi, ça fait un partenaire de plus quant à la responsabilité, la personne publique et l'adaptation aux normes de bornes qui en plus seront peut-être demain plurielles en termes de normes. Enfin, tous ces différents acteurs devront prendre en compte qu'il y a différentes manières d'apprendre en intelligence artificielle et que du coup, il devient difficile d'anticiper ce que comprendra parfaitement ou ne comprendra pas parfaitement la machine. Et puis, on va se retrouver avec des difficultés. Si un humain commet une faute, évidemment, aujourd'hui,
c'est cet humain qui va être responsable de la faute de conduite qu'il aura faite, par exemple en ne respectant pas les distances de sécurité. Si ces fautes sont habituelles et anticipables par la machine, n'y aura-t-il pas demain une responsabilité de cette machine et donc du constructeur, voire du conducteur, ou de son assurance, si des fautes classiques des humains n'ont pas été prises en compte? Et puis il y a des petites choses à paramétrer. Quand des forces de police vous demandent de vous arrêter, évidemment, on s'arrête parce qu'on les a repérés visuellement et auditivement. Demain, si je suis en véhicule autonome, voire même en autonomie totale, sa catégorie 5, est-ce que je donne aux forces de police l'équivalent d'un joystick pour arrêter le véhicule? Et on donne dans ces cas-là aux autorités de police un pouvoir qu'on n'est pas forcément prêt à leur donner, ou est-ce que je vais paramétrer la machine pour qu'elle réponde aux stimuli de force de police? Tout ceci est assez compliqué. Ce qui est surtout compliqué, c'est de croiser ceci avec les règles en matière de responsabilité. À Lyon, on s'est essayé à faire de la jurisprudence fiction, et en première instance, le tribunal administratif a fait comme si il avait à juger d'une affaire, dans quelques années, affaire fictive, jurisprudence fictive, à titre expérimental. Les accidents de véhicules depuis 1957 relèvent en réalité du juge judiciaire, pas du juge administratif. Mais là, on a fait quand même une jurisprudence fictive administrative, en introduisant dans le cas d'espèce le fait que finalement c'est des bornes qui régulent la circulation des véhicules autonomes, qui donnent ces informations aux véhicules autonomes, ces bornes mises sur mobilier urbain, gérées par la personne publique, qui auraient été défaillantes. Dans une première instance fictive, le tribunal administratif de Lyon a dit « Oh, on va dire que c'est une activité dangereuse ». Qui dit activité dangereuse dit que la victime n'a pas besoin de prouver la faute de l'administration pour obtenir réparation, sous réserve de plein de trucs, y compris la faute de la victime le cas échéant. Et c'est ce qui était donc décidé. À hauteur d'appel, la Cour administrative d'appel a dit non, on va distinguer, et quand la personne est usagère de ce service, on n'est plus dans une responsabilité sans faute, on est dans une responsabilité pour faute, mais en l'espèce, la Cour administrative d'appel a estimé qu'il y avait bien un défaut de conception ou d'entretien normal de l'ouvrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si on en reste à la position de la Cour administrative d'appel, il n'y a pas besoin de changer le droit, il fonctionne très bien comme ça, même si demain on donne aux personnes publiques le soin de s'occuper des bornes gérant les transmissions d'informations vers les véhicules autonomes. Sauf que, on voit bien ce qui va se passer. Les informations viendront pour partie des bornes, mais pour partie aussi des capteurs du véhicule, pour partie de la dimension sonar, entre guillemets, volumétrique des capteurs et appareils photo, et puis pour partie du conducteur qui n'aura peut-être pas repris son véhicule à temps, et puis peut-être qu'entre le constructeur, où il y aura eu peut-être des défaillances, et l'éditeur logiciel, qui est encore une autre personne, il pourrait y avoir donc des jeux en cascade beaucoup plus compliqués encore qu'aujourd'hui, puisque, encore une fois, il y aura eu sans doute un partage de responsabilités déterminé. Et puis on a évidemment à travailler sur des jurisprudences fictives sur le juge judiciaire. Face à cela, le Parlement européen a très vite compris qu'il fallait que l'on ait des règles et une évolution à l'échelle européenne. Donc dans une résolution de février 2017, le Parlement européen a dit qu'il faudrait un régime d'assurance obligatoire, et le Parlement a aussi dit qu'il faudrait que la Commission européenne fasse des propositions en la matière, et puis qu'on invente un système de responsabilité graduée. Bon, très bien. En attendant, imaginons que demain, ces réformes européennes n'aient pas lieu, et que le monde public ne soit pas en cause, qu'on soit sur un contentieux civil classique. Que se passerait-il ? Aujourd'hui, il faut voir que la France a un régime, depuis la loi Badinter de 1985, qui est une socialisation du risque très forte. Le conducteur conduit, il exerce à ce titre une activité supposée dangereuse, donc presque toujours, ça va être sa responsabilité à lui, sauf toute une série de dérogations. Nous n'en sommes plus à des responsabilités à proprement parler pour faute, même si la faute reste un paramètre pris en compte, bien sûr. Nous n'en sommes plus non plus
sur la responsabilité du conducteur ou en tant que gardien d'une chose. Aujourd'hui, pour que le droit civil de la responsabilité propre aux véhicules terrestres à moteur, VTM, soit mis en cause, il faut un accident de la circulation, l'implication du véhicule dans cet accident, bien sûr, et qu'il y ait une imputation du dommage à cet accident. Une fois que ces conditions sont réunies, on a un droit qui s'applique et qui est donc une socialisation assez large du risque. Est-ce que cette situation est aujourd'hui adaptée au fait que les véhicules autonomes vont débouler dans nos rues et notre droit? Ce droit est applicable, et je dirais même qu'il aurait quelques conforts à être appliqué parce que à partir du moment où on estime que moi je prends un véhicule et je le conduis, j'exerce une activité dangereuse, ça veut dire que derrière on échappe à la problématique question des fautes qui, elles, ont des auteurs et des facteurs multiples quand on parle d'un véhicule autonome. Encore plus multiples qu'aujourd'hui quand on peut se demander quelle est la quote-part entre la voirie, la qualité du véhicule et son entretien et le conducteur. Quand on commence à induire en plus le véhicule autonome et ses paramétrages, on voit bien qu'on a un nombre d'acteurs qui ont conduit aux normes de sécurité qui peut être assez grand. Cependant, la plupart des auteurs s'accordent pour dire qu'il faudrait faire évoluer ces règles de sécurité. Par exemple, Iris Barsan dit qu'il faudrait s'inspirer de ce qui est en train d'être fait en Allemagne, où l'on divise la responsabilité entre le conducteur lorsqu'il conduit lui-même et le concepteur du système de pilotage automatique lorsque le véhicule est en mode autonome. Et donc, dès lors, on aurait un régime différent, application du droit actuel quand le conducteur a la main, sinon application d'un nouveau régime adapté à ce pilotage automatique. Précisons aussi que, évidemment, on a un bouleversement également en termes de responsabilité pénale. Aujourd'hui, on a un problème d'intentionnalité. On a fait une faute quand on l'a fait volontairement, ou si on est dans une faute involontaire, par exemple homicide et blessure par imprudence, on s'appliquera toute une grille fixée par la loi Fauchon de 2000, aujourd'hui article 121-1 du Code pénal, qui fait qu'on distinguera si je suis la cause directe d'un préjudice ou la cause indirecte, et dans les cas de cause indirecte, est-ce que j'ai violé une norme identifiée de sécurité ou pas. Cette grille pourra s'adapter parfaitement, par exemple, au cas d'un conducteur qui est en pilotage autonome, mais qui aura relâché sa vigilance. Mais même là, on se posera la question, est-ce que la machine n'aurait pas dû être conçue de manière à relancer la vigilance du conducteur si on voit par exemple que ce conducteur cesse de bouger, sous-entendu est à moitié en assoupissement. Là aussi, on revient au même raisonnement que évoqué précédemment responsabilité civile. Un auteur par exemple comme Romain Gola dit qu'il faudrait là aussi graduer la responsabilité selon que le conducteur est actif ou passif en l'espèce. Face à ces difficultés, la plupart des acteurs voudraient aussi que l'on ait, c'est le cas de la Fédération française des sociétés d'assurance, une vraie boîte noire dans les véhicules, sauf que ça pose des problèmes de liberté publique, comme il l'a été évoqué dans une autre de nos vidéos. On le voit, nous sommes donc face à des questions qui sont sensibles et qui peuvent induire les paramétrages des véhicules. Existence ou non de boutons d'adaptation, possibilité ou non de paramétrer les véhicules en amont, responsabilité du logiciel, de l'éditeur de logiciel via le constructeur ou séparé, possibilité d'avoir une conduite autonome faite par des fournisseurs de logiciels séparément du véhicule, auquel cas on aurait bien ces deux acteurs conjointement en cas d'accident. Face à ça, on va être obligé d'avoir une uniformité européenne, on l'a évoqué, mondiale, ça s'est fait par la révision de la Convention de Vienne de 1968 dont nous avons parlé dans notre vidéo sur les expérimentations et néanmoins on a de fortes hétérogénéités sur ce point. Ajoutons que ces hétérogénéités se retrouvent également considérables quant aux protections de données. Le véhicule autonome deviendra demain une manière de nous tracer, ce qui en complément avec nos téléphones portables et nos cartes de crédit peut être un vrai problème en termes de danger. 2. On peut avoir la possibilité de hacker nos données quand on est en circulation autonome, voire de l'utiliser en cyberterrorisme. Face à cela, les règles là aussi doivent être européennes si ce n'est mondiales. Toutes ces questions posent donc un problème de rapport entre l'homme et le robot, avec des questions derrière de vie et de mort et de choix éthiques. Donc
En fait, l'homme se retrouve face aux véhicules autonomes pour une des toutes premières fois face à la réalité de ces fameuses lois d'Asimov dont nous avons parlé. Signalons que le développement des drones, mais demain aussi des robots militaires, dans certains cas autonomes, c'est-à-dire aujourd'hui, les drones ou les robots militaires sont contrôlés par l'humain. Ça correspond aux véhicules 3 ou 4 pour nos véhicules autonomes. Demain, il est question d'outils militaires totalement autonomes, catégorie 5. Il est question de véhicules totalement autonomes, catégorie 5. Et là, dans ces cas-là, on a le robot en roue libre. Donc l'homme se retrouve exactement face au même vertige que, je sais pas moi, dans par exemple Métropolis de Fritz Lang ou dans ces fameuses lois d'Asimov. Donc, que nous disait Fritz Lang dans Métropolis? Eh bien qu'il y avait à travailler sur nos fractures sociales et le rapport entre l'homme et le robot. Que nous disait Asimov? C'est que l'aspect, je cite, le plus triste de notre vie aujourd'hui, c'est que la science acquiert des connaissances plus vite que la société n'acquiert de la sagesse. Évidemment, de son temps, il pensait par exemple au nucléaire. Aujourd'hui, nous pouvons penser à bien 5 ou 6 graves ou grandes applications dans nos vies de demain de cette maxime. Donc, à nous d'apprendre à acquérir de la sagesse et à transformer ceci en règles de droit très vite, parce que le mouvement de la science et des techniques, lui, ne se ralentira pas. D'où l'importance de bien maîtriser ce sujet, et puis accessoirement, pour bien le maîtriser, regardez nos autres vidéos sur le cadre des expérimentations, les craintes et les espoirs qui peuvent naître de l'expérimentation des véhicules autonomes et l'adaptation nécessaire pour les collectivités publiques, dans certains cas très vite, face à cette révolution. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.